Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Véronique Di Benedetto, directrice RSE du groupe Econocom, qui conçoit et finance la transformation numérique des grandes entreprises et des collectivités. Produits tech reconditionnés, audit de la consommation carbone. On va détailler cet engagement qui dure depuis un demi-siècle. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur la flexibilité électrique ou comment mieux consommer pour éviter les tensions sur les réseaux. On va découvrir notamment le programme Flexcity de Veolia et puis les actions de l'association Luciole. C'est un collectif de PME innovantes pour trouver et diffuser de nouvelles solutions de performance énergétique. Et puis dans Smart Ideas, en partenariat avec HUP, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap, je vous présenterai Rémi Usan, le fondateur d'Authentique. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Véronique Di Benedetto, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes donc la directrice RSE du groupe Econocom. Quelques chiffres, vous êtes présent dans 16 pays, plus de 8200 collaborateurs, chiffre d'affaires 2,5 milliards d'euros en 2021. Est-ce qu'on peut dire que depuis 50 ans, le métier d'Econocom, c'est le numérique responsable ? Alors effectivement, c'est une bonne définition, moi je m'y reconnais totalement. Econocom est né sur cette idée de numérique responsable que je vais vous présenter. Juste un petit rappel sur les métiers d'Econocom avant de rentrer sur cette notion de responsabilité. Econocom a 3 grands métiers, un métier autour de la location de matériel, un métier autour de la distribution et un métier autour des services. Donc ce sont 3 métiers totalement complémentaires qui nous permettent effectivement d'adresser l'entièreté de la chaîne de valeur chez nos clients et d'assurer une gouvernance globale. Et alors cette notion de numérique responsable, alors cette notion de numérique responsable, elle est née elle est née au moment de la naissance du groupe. Son fondateur, Jean-Louis Bouchard, donc un entrepreneur né puisqu'il a créé de nombreuses sociétés, a eu cette idée de vendre au départ un gros ordinateur de seconde main. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette notion qu'il fallait déjà à l'époque, puisque on était effectivement au début de l'informatique, et donc il y avait cette idée qu'il ne fallait pas gaspiller, qu'il fallait effectivement se dire cet ordinateur, il peut servir à quelqu'un qui pourrait acheter un ordinateur moins cher. Ce qui était quand même pionnier pour l'époque, il y a 50 ans, on n'y était pas. Totalement pionnier. Mais donc il y avait cette idée de lutter contre le gaspillage. Et ensuite, la location est née d'une autre idée qui est de rendre cet ordinateur accessible à tous. Et ainsi, des entreprises ont pu commencer à louer, donc payer une redevance mensuelle. Et il y avait donc cette double notion du gaspillage et de l'accessibilité, donc de la possibilité que chacun puisse s'équiper du numérique. Alors, on va rentrer un peu dans le détail des engagements et des actions. Vous annoncez une baisse de 40% de la consommation d'électricité liée au numérique interne depuis 2020. Alors, c'est court comme délai. Quel levier vous avez activé pour atteindre ces chiffres ? Alors, nous travaillons sur la baisse de notre empreinte du numérique, notre propre baisse, puisque c'est quelque chose que nous conseillons également chez nos clients. Donc, si on ne travaille pas nous-mêmes en interne, effectivement, il y a quand même un devoir d'exemplarité. Donc, nous avons vraiment démarré ce programme avec une offre qui s'appelle Éco-Carbone, qui est une offre que nous proposons également à nos clients, comme je viens de le dire. Donc c'est quoi ? C'est un audit de la consommation c'est d'abord un audit complet du parc pour avoir vraiment le point de départ. Et ensuite, ce sont des plans d'action pour diminuer cette empreinte à la fois sur la consommation d'énergie et à la fois sur le type de matériel que vous utilisez. Et donc, effectivement, nous avons une baisse qu'on situe en moyenne de l'ordre de 10 à 15% par an, ce qui est quand même vraiment important si vous mettez en œuvre les différents plans d'action que l'on préconise et que nous sommes appliqués. Et effectivement, l'année dernière, il y a eu une baisse un peu plus exceptionnelle, car nous avons fait une très grosse rationalisation des serveurs et des data centers, ce qui a permis effectivement cette baisse très importante. Votre bilan carbone, évidemment, ce sont aussi les équipements numériques que vous
reconditionnés. Ça représente quoi? Est-ce que vous avez évalué les économies de CO2 de matière, tout simplement, on parle de métaux rares évidemment, qui sont faites grâce au principe de l'économie circulaire appliqué au numérique? Alors effectivement, on connaît les chiffres aujourd'hui. Tant sur les smartphones que sur les ordinateurs, puisqu'on sait que 80% de l'empreinte CO2, c'est au moment de la fabrication. Donc, et ensuite, vous avez 15% liés à peu près à l'usage et 5% sur tout ce qui est reconditionnement. Donc, chaque fois que vous utilisez un ordinateur de seconde main, quelque part, vous économisez 80% de son empreinte carbone, puisqu'il n'est pas justement fabriqué. On va pas en refaire un neuf. Donc, il faut travailler maintenant sur cette durabilité, parce que c'est là où chacun, vous, moi, on a une tendance un peu naturelle à se dire parfois, est-ce qu'on n'a pas envie du dernier ordinateur ou du dernier... Pardon de vous interrompre, le secteur s'est créé là-dessus. Le secteur s'est créé sur cette envie d'avoir du neuf, d'avoir le dernier modèle, la dernière innovation technologique. Bon. Alors, si vous faites le parallèle avec l'automobile, l'automobile, quand ça s'est créé, personne ne pensait aux secondes mains. Tout le monde voulait effectivement une voiture neuve. Aujourd'hui, vous avez pratiquement sur le marché, vous avez carrément une inversion. Vous avez 80% aujourd'hui des ventes automobiles. C'est du seconde main, c'est de l'occasion. Et donc, c'est un marché qui s'est totalement renversé. Et je suis persuadée que dans les années à venir, dans le numérique, c'est un marché aussi qui va avoir tendance très fortement. Alors, je ne peux pas prédire si on est dans une inversion aussi forte, mais qui va avoir en tout cas cette tendance tout à fait forte. Oui, et c'est intéressant sur des usages qui nous semblent étonnants à une époque et qui deviennent totalement habituels pour l'ensemble de la population. Mais tout à fait, on le voit également, c'est une tendance globale, on le voit sur les vêtements, on le voit sur énormément de choses, et on voit également que la propriété diminue en faveur de l'usage. Parce que ce qui importe, c'est que vous ayez cet usage, d'où la location. L'usage nous permet ensuite de récupérer, puisque nous restons propriétaires du matériel, de récupérer ce matériel et de lui donner une seconde vie, voire une troisième vie. Donc plus la durée de vie évidemment est longue, meilleur l'impact pour notre planète. Évidemment. Il y a eu dans l'actualité récente d'Econocom l'acquisition de Sophie Group. Alors c'est quoi et pourquoi ? Alors, Sophie Group, c'est une entreprise française basée à Montpellier et qui est spécialisée au départ sur le reconditionnement de smartphones. Donc, vous avez, c'est vraiment comme une usine. Vous avez des dizaines de personnes qui travaillent vraiment de façon très minutieuse sur chaque smartphone pour le reconditionner et le remettre dans un état quasi proche du neuf. Alors, il y a évidemment des petites... on voit que c'est pas du neuf, mais c'est vraiment, en termes d'usage, c'est tout à fait proche du neuf. Et donc, quand on a vu ce savoir-faire, on s'est dit que ce savoir-faire, il fallait pouvoir le dupliquer aussi sur les ordinateurs, sur les PC portables, sur tout un ensemble d'assets informatiques. Alors jusqu'à présent, évidemment, nous étions déjà dans ce que j'allais vous dire, vous le faisiez déjà ? On le faisait déjà, mais il était sous-traité en externe. On travaille de façon très étroite, d'ailleurs, avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce qui a permis de créer énormément d'emplois ou des entreprises adaptées, c'est-à-dire des entreprises qui font travailler des personnes en situation de handicap. Alors nous allons continuer, parce qu'il est hors de question de nous détourner de ces sociétés et je dirais de ne pas continuer à collaborer avec un certain nombre d'entre elles. Mais vous le réintégrez ? Nous avons souhaité réintégrer toute une partie de cette chaîne de valeur pour pouvoir s'adresser, c'est le point fort de Sophie Group, donc la société que nous avons rachetée, de s'adresser au consommateur, à l'utilisateur final. Parce que nous sommes une société de B2B, c'est-à-dire nous travaillons avec des entreprises. Et nous avons pas du tout de contact avec l'utilisateur final. Or, il nous s'avère que dans cette chaîne de valeur, avoir également un contact avec l'usager final, le particulier, nous a semblé important. Mais alors justement, je ne sais pas, on est au début de presque mi-décembre, ça va être le Noël de la seconde main. Je ne sais pas si vous avez des retours justement de vos clients dans ce qu'ils ont commandé, dans ce qu'ils ont anticipé. Est-ce que vous pensez que ça va être le Noël de la seconde main ? Oui. Oui, vraiment. Je pense que c'est une tendance qui va être inéluctable et elle est de toute
façon indispensable. Elle est indispensable parce qu'on ne peut pas continuer effectivement à utiliser tous ces matériaux rares. C'est vraiment, on parle en termes, pour un tout petit smartphone, on parle en termes de vraiment de dizaines de kilos, aussi bien autour des matériaux rares que si vous mettez le plastique, que si vous mettez effectivement tout ce qui compose un smartphone. On ne peut pas, comme ça, à l'infini, continuer à reconstruire. Et d'ailleurs, même les constructeurs avec lesquels on travaille, puisque nous achetons auprès de grands constructeurs, sont également dans cette chaîne de l'économie circulaire, puisque eux-mêmes reconditionnent leurs propres équipements. Ils récupèrent en particulier les matériaux rares qui peuvent être réutilisés à l'infini. Ceux-là, ils peuvent être réutilisés vraiment à l'infini. Et ils récupèrent tout un ensemble de composants pour reconstruire ensuite du matériel neuf. Donc je dirais que cette chaîne de l'économie circulaire, elle est de plus en plus prégnante dans toutes les activités. Merci beaucoup Véronique Di Benedetto et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est l'heure de notre débat tout de suite. Est-ce que vous connaissez la flexibilité électrique ? Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact avec Adrien Doré, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur France et Italie de Flex City by Veolia. À vos côtés, Natacha Akvik, bonjour. Bonjour. La présidente de Luciol. Alors Luciol, c'est un collectif d'entreprises, c'est ça, de PME. C'est quoi les valeurs communes ? Tiens, on peut commencer par ça. Alors, Luciol, en effet, donc c'est l'Union pour une consommation intelligente et optimisée de l'énergie. Ouais. Ce sont en effet des petites et moyennes entreprises qui se sont toutes regroupées autour de l'association, autour de la valeur de promouvoir en fait l'évolution de nos usages énergétiques, favoriser les économies d'énergie, favoriser, et Adrien va en parler, la flexibilité de consommation électrique, le développement de l'autoconsommation, en tout cas toute l'évolution des usages dont on a besoin demain pour avoir un système énergétique qui est résilient. Et ça passe, il y a un autre mot, c'est le mot innovation, ça passe par de l'innovation ? Alors ça passe évidemment par de l'innovation, mais on a franchi déjà ces dernières années un grand pas dans l'innovation. Il y a énormément de choses qui existent d'ores et déjà. Aujourd'hui, l'effort qu'on doit tous collectivement faire, c'est le promouvoir auprès des consommateurs. Parce que souvent, ils ignorent ces innovations. Ouais. Et peut-être qu'ils ignorent ce mot dont on va beaucoup parler dans le débat. Ces mots flexibilité électrique, Adrien Doré, c'est quoi ? Alors, la flexibilité électrique, ça peut faire un peu peur comme ça, comme mot, mais finalement, c'est un métier qui est très simple et dont je vais essayer de vous expliquer rapidement le principe. Finalement, si vous voulez, c'est le premier pilier de l'efficacité énergétique et ça va être ce qu'on peut aujourd'hui appeler, et qu'on entend beaucoup, la sobriété. L'idée de la flexibilité électrique, c'est de savoir finalement soit moins consommer à certains moments, soit reporter des consommations à d'autres moments pour essayer de soulager le réseau électrique. Et donc notre métier d'agrégateur, si vous voulez, agrégateur de flexibilité électrique, ça va être finalement de savoir exprimer de la flexibilité. Et donc quand je dis exprimer de la flexibilité, c'est savoir détecter des sources de flexibilité et ensuite de savoir valoriser cette flexibilité pour rapporter une rémunération aux partenaires qui ont fait l'effort de reporter des consommations ou d'arrêter des consommations. Oui, et on rentrera dans le détail des offres de Flexcity, mais là on est évidemment en pleine tension, crise énergétique, parfois hystérie autour des coupures ou des délestages, pour employer les termes officiels, mais en fait, ça fait un moment que la flexibilité électrique, ça existe et que vous travaillez dessus. Est-ce que c'est lié à l'essor des énergies renouvelables ? Oui, tout à fait. Effectivement, la flexibilité électrique, c'est un métier qui existe depuis une dizaine d'années et qui prend de plus en plus de valeur aujourd'hui dans le nouveau système électrique ou dans le système électrique de demain. Aujourd'hui, on avait un système électrique qui était très centralisé et qui va devenir beaucoup plus décentralisé avec une capacité de production renouvelable qui va être accrue au fur et à mesure des années. Et c'est quelque chose qu'on pousse puisque c'est extrêmement positif pour le système électrique. Mais la flexibilité, finalement, c'est une composante essentielle de ce changement
de paysage de production énergétique, puisqu'aujourd'hui, la capacité d'énergie renouvelable est intermittente, et on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans le débat, et la flexibilité, finalement, c'est ce qui va permettre à ces capacités intermittentes de pouvoir s'intégrer pleinement dans le système électrique de demain. Natacha Akvik, vous êtes également la cofondatrice d'Equinov, c'est un opérateur de performance énergétique, c'est ça? C'est quoi les services que vous proposez à vos clients? C'est quoi Equinov? Alors Equinov a 3 services. L'efficacité énergétique, donc elle va accompagner des consommateurs à identifier le plan d'action pour réaliser des économies d'énergie. Oui. Elle a également une possibilité de financer certains travaux d'efficacité énergétique. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on fait un plan d'action, il y a pas mal d'actions qui nécessitent un investissement relativement fort. Aujourd'hui, il y a des aides de l'État qui existent pour réduire le reste à charge. Et du coup, on peut, nous, les identifier, ces financements, et les apporter aux consommateurs. Et enfin, on avait une activité qui est similaire à celle de Flexity, puisque Luciol regroupe en fait différents opérateurs, et Equinov et Flexity étaient concurrents sur le sujet de la flexibilité. D'accord. Il y a une notion de pédagogie dans ce que vous faites finalement les uns et les autres, c'est-à-dire donner les clés aux consommateurs quels qu'ils soient, que ce soit une entreprise ou que ce soit un particulier, ça suppose de la pédagogie, surtout en ce moment? Oui, en effet, parce qu'il ne faut jamais oublier que jusqu'encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de transition énergétique, on parle beaucoup de modifier le mix énergétique, de réduire les énergies fossiles de production ou dans les usages. Mais à aucun moment, même si en ce moment on sent que c'est en train de se dessiner, mais on parle de l'effort que chacun peut faire sur sa consommation. Alors on parle de sobriété, c'est l'effort maximum, la sobriété. Mais déjà, on peut commencer par être efficace dans ses consommations. Ça veut dire avoir des équipements qui sont performants énergétiquement. Ça veut dire isoler sa maison quand on est un particulier. Il y a énormément d'actions qui peuvent déjà permettre de faire des économies d'énergie substantielles. Ensuite, on peut évidemment être sobre dans ses usages. Et enfin, on peut aider le système électrique en flexibilisant sa conso. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que Luciol existe, on a énormément parlé de l'évolution du parc de production d'électricité, par exemple. Les énergies renouvelables, le nucléaire, l'abandon du charbon, quid des émissions des centrales à gaz. Mais à aucun moment, on parle de cette adaptation que peut avoir la consommation quand la production n'est pas là. Et depuis le post-Covid, on voit que la production d'électricité, typiquement, elle n'est plus là. Elle n'est plus là pour plein de raisons. Et donc, comment la consommation peut s'adapter ? C'est le sujet de Luciol. Et alors, les solutions que propose Flexity, elles s'intègrent finalement parfaitement au plan de sobriété énergétique dont on parle là depuis plusieurs semaines et ces efforts demandés par l'État, aux entreprises, aux collectivités locales. Comment ça, justement, vous prenez votre part avec vos clients à ce plan de sobriété énergétique ? Effectivement, nous, on va les accompagner, et on les accompagne depuis plusieurs années déjà dans cette dynamique de savoir arrêter certaines consommations, et donc ce que vous appelez aussi, ce qu'on appelle un peu aujourd'hui le délestage. Et nous, finalement, on va les préparer à ça pour que ça ne soit pas un délestage qui soit subi, mais ça soit un délestage qui soit intelligent, ciblé sur des assets qui ne perturbent pas le métier de nos partenaires et qui permettent aussi à nos partenaires d'être rémunérés pour l'effort qu'ils vont fournir. Alors ça, c'est une dimension intéressante, c'est-à-dire qu'ils vont, quand c'est possible, redistribuer de l'énergie au réseau, c'est ça, si j'ai bien compris ? Exactement, tout à fait. Pour prendre un exemple simple, si vous voulez, on a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui s'inscrivent dans cette dynamique de transition énergétique et qui veulent du coup vraiment à la fois essayer de développer des capacités de production, mais aussi d'essayer de mieux consommer ou consommer différemment. Je pourrais prendre pour exemple notre actionnaire Veolia, qui a à la fois à la volonté et l'objectif de devenir autonome en énergie dans ses activités à 5 ans, mais qui a également fait l'effort de savoir mieux consommer et de savoir arrêter certains usages quand le réseau en a besoin. Et de la même façon que RTE, donc le réseau électrique français, a la capacité de rémunérer une capacité de production quand elle en a besoin pour fournir de l'électricité aux Français. De la même façon, RTE est aussi capable de rémunérer des partenaires donc, qui s'inscrivent dans ces mécanismes de flexibilité, qui vont être non pas capables de produire plus, mais de consommer moins. Finalement, le service rendu pour le réseau est le même. Oui, mais ça veut dire que si on veut bénéficier des offres, des services de Flexity, il ne faut pas forcément être producteur d'énergie ou alors produire une partie de son énergie, juste pour bien comprendre. Oui,
Oui, bien sûr. Alors, pour vous donner un exemple concret, par exemple, chez notre actionnaire Veolia, on valorise des centaines et des centaines de sites dans l'eau. Donc, que ce soit des stations d'épuration, des stations de traitement ou des stations de pompage. Tous ces sites-là, qui sont répartis un peu partout sur le territoire, sont des sites qui consomment de l'électricité. Et finalement, Veolia participe depuis plusieurs années à identifier sur chacun de ces sites quels sont les usages qu'on pourrait arrêter ou ralentir de temps en temps. Et donc, ce qu'on va faire, nous, Flexcity, grâce à toute une palette de solutions algorithmiques et tout ce qu'on va appeler un peu le digital, donc la nouvelle technologie, on va être en mesure de savoir prendre des décisions à un instant T. Donc, quand le réseau a besoin d'électricité, il est sous tension, on en entend beaucoup parler en ce moment, et quand le réseau nous le demande, Flexcity a la capacité, finalement, d'arrêter des consommations sur des milliers de sites en même temps, et donc de prendre des décisions à l'instant T sur des milliers de sites pour arrêter, par exemple, une pompe sur 2, ou ralentir la cadence de pompage dans un site de l'eau. Natacha Ekvik, je parlais du débat actuel. J'ai employé volontairement le terme hystérie, parce que parfois on a l'impression d'une forme de récupération politique, qu'on va vivre l'apocalypse dans 2 mois. Mais bon, c'est quand même un signe que la pédagogie n'a pas été faite jusqu'à présent. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire si on réagit comme ça, collectivement ou certains par intérêt politique face au risque de délestage ou de coupure, c'est bien que la pédagogie n'a pas été faite. Oui, en effet, je pense qu'on a tous été convaincus pendant des années qu'on avait un parc de production d'électricité qui était résilient, qui était capable de servir n'importe quelle consommation des Français, y compris en vague de froid. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. On s'aperçoit qu'on a un parc nucléaire qui peut être indisponible pour des raisons techniques. On s'aperçoit que nos voisins, typiquement les Allemands, qui nous aident parfois en période de vague de froid avec leurs centrales à charbon ou à gaz, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, ils ont plus de difficultés à nous soutenir. Bref, le vernis s'écaille, en fait. Le vernis s'écaille. Vous dites le vernis s'écaille, ou alors c'est conjoncturel, ce qu'on vit là? Bien sûr que c'est conjoncturel, mais gouverner, c'est prévoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on a un parc, encore une fois, de production d'électricité qui n'est pas forcément disponible à 100%, et encore moins à l'avenir quand on va développer les énergies renouvelables, et que dans ce cadre-là, il faut qu'on fasse énormément d'efforts pour rendre notre consommation, encore une fois, flexible, intelligente, minimale aussi, c'est-à-dire qu'on la réduise au maximum, au strict nécessaire, et qu'on la flexibilise pour justement s'adapter à la prod. Pendant des années, la prod s'est adaptée à la consommation. C'est ça, et c'était logique d'avoir un flux d'énergie ou d'électricité. C'est une innovation énorme. Est-ce que ça faisait partie, parce que j'ai vu qu'avec Luciol, vous avez fait des propositions pendant la campagne présidentielle. Vous étiez sur cette ligne-là déjà? Oui, encore une fois, l'association existe depuis 2017. En fait, elle a été créée en 2017 parce qu'à l'époque, on parlait des 3 x 20. Il fallait faire un effort de 20% d'énergie renouvelable dans le mix, 20% de baisse de conso, 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. On avait déjà, au niveau européen, une ambition extrêmement forte et sur l'évolution de la conso. Et donc, Luciol s'est saisi du sujet parce qu'en France, on a senti que l'effort qu'il allait falloir faire dans les consciences allait être très important, parce que le nucléaire, encore une fois, a donné la garantie à tout le monde qu'on n'avait pas besoin de se préoccuper de la consommation. Aujourd'hui, les temps ont changé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces solutions de flexibilité électrique. On passe à Smart Ideas tout de suite, notre rubrique consacrée aux startups. Smart Ideas en partenariat avec H-Up Entrepreneur, l'association qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap ou qui œuvre pour l'inclusion. La bonne idée du jour, elle est signée Rémi Usan. Bonjour, bienvenue. Vous faites partie des lauréats de ces trophées H-Up catégorie créateurs en herbe. L'entreprise que vous avez fondée, elle s'appelle Authentique. Toute jeune entreprise, je crois, créée il y a quelques mois. Pourquoi vous l'avez créée? Je l'ai créée parce que je suis moi-même concerné par la neurodiversité. Et j'ai fait toute une carrière dans l'innovation dans des grands groupes, aussi insuffler la culture start-up et puis les tourner ces grands groupes vers l'extérieur. Et c'est la réunion de ces deux mondes, en fait. La neurodiversité, c'est des talents qui réfléchissent différemment. Et les grandes entreprises qui ont du mal à innover, elles peuvent vraiment exploiter ce vivier qui, aujourd'hui, est vraiment délaissé. Le constat de départ, c'est quoi? C'est le manque d'audace peut-être ou de connaissance des entreprises dans leur recherche d'innovation, parce que vous liez ça beaucoup à l'innovation aussi.
Voilà, oui, parce qu'en fait, c'est des sujets très méconnus, en fait, le fait qu'il y ait des différences cognitives entre nous. Et il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui, aujourd'hui, ne rentrent pas dans le moule de l'entreprise. Dans l'entreprise, il faut rarement dénoter. Ici, on est sur la chaîne des audacieux, d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas quelque chose qui est favorisé dans les entreprises, l'authenticité et l'audace. Et nous, c'est ce qu'on essaye de favoriser en faisant intervenir justement ces profils différents. Alors, quand on parle de personnes neuroatypiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des gens comme Greta Thunberg, comme Bill Gates, comme Elon Musk, qui eux typiquement sont autistes Asperger. Donc c'est des gens qui réfléchissent différemment et qui peuvent apporter beaucoup de valeur parce que typiquement sur ces singularités-là, les atouts c'est d'être capable de modéliser vraiment d'une façon assez exceptionnelle, des talents en mathématiques, en mémorisation, mais il y a aussi d'autres types de singularités, comme la dyslexie, par exemple, où il y a des gens très imaginatifs. Ouais. Alors, est-ce que c'est forcément lié à une pathologie ? Pardon de poser des questions un peu de base, mais j'essaye d'imaginer les freins ou les réticences d'un chef d'entreprise qui se dit « Oh là là, mais où je vais ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est pas du tout forcément lié à une pathologie. C'est simplement, si vous voulez, une façon de penser différente. Et sur un projet, par exemple, quelqu'un va voir un problème, un collaborateur, et un neuroatypique peut, en tout cas certains, voir une opportunité. Et donc va être capable d'apporter ce regard différent et de permettre à l'entreprise d'avancer. Quels sont les objectifs d'Authentique ? C'est quoi ? C'est d'insuffler des nouveaux projets ou de vous greffer sur des projets existants ? C'est quoi la logique ? Nous, on veut aider les entreprises à mieux innover. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises, en tout cas celles que j'ai connues, elles avaient beaucoup de difficultés de ce côté-là parce qu'il y avait vraiment des profils très similaires dans les équipes. Ça, c'est vraiment c'est lié aussi au recrutement, d'ailleurs. Effectivement. Donc l'objectif d'Authentique, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises sur l'innovation en faisant intervenir. Alors après, c'est des modalités comme formule. On peut s'appuyer sur une force d'un type de neurodiversité, par exemple des autistes qui ont une hypersensorialité et qui vont pouvoir revoir l'expérience voyageur d'une gare en identifiant tous les problèmes qu'il peut y avoir en termes de luminosité, de bruit, etc., qui vont convenir à tous. Et puis il y a des choses plus mixtes avec les collaborateurs, être poil à gratter sur des ateliers de créativité dans le lancement de nouveaux produits, par exemple. Est-ce que ça suppose aussi de penser un peu différemment son outil, son lieu de travail, pour s'adapter justement à cette neurodiversité ? S'adapter à la neurodiversité, en fait, c'est améliorer son management. Parce qu'en fait, les questions qu'on va se poser pour intégrer des profils neurodivergents, c'est des questions qui, finalement, devraient être posées pour tous les collaborateurs, sur de quoi ils ont besoin. Et on constate, en fait, que quand il y a une personne neurodivergente affichée dans une équipe, c'est toute l'ambiance de l'équipe qui est améliorée. Donc oui, il faut en faire une force, quoi, en fait. C'est ça le point de départ. C'est une force. Il faut communiquer sur le fait que ce soit une force. C'est ça. Et puis permettre à ces profils différents d'exprimer leur plein potentiel en étant eux-mêmes. Et c'est ce qu'on permet avec Authentique. C'est-à-dire que, contrairement à une entreprise où ils vont devoir compenser par rapport à leurs différences, nous, on va leur permettre d'être eux-mêmes et d'exprimer cette différence au service d'entreprise. Merci beaucoup. Merci Rémi Uzan d'être venu nous présenter Authentique. Bon vent et bravo pour votre trophée H-Up. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À demain, évidemment. Merci à Louis Perrin à la production et à la programmation, assisté aujourd'hui de Côme Dubois, Alexis Oustabassidis au son et Angel Jean Girard à la réalisation. Belle fin de journée sur Bismart.